propose de passer tout de suite à l'intervention suivante avec donc nos deux collègues Morgane Mignon, ingénieure d'études à la MSHB, cheville ouvrière de la journée d'études d'ailleurs, je tiens à le dire, et Cécile Pierre, donc conservatrice au SCD Rennes 2, et qui sont les co-auteurs, je ne sais pas si ça se dit, de l'enquête Rennes 2, donc qui vont présenter une synthèse des résultats. Voilà. Bien, bonjour à tous. C'est difficile de succéder à une intervention aussi riche et aussi intéressante. Donc notre exposé sera un petit peu plus factuel. Effectivement, on va plus se concentrer sur le résultat de l'enquête, mais c'est intéressant aussi, en tout cas pour moi, de constater la convergence entre les constats et les solutions qu'on a pu envisager. Donc on n'aura pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, notamment pour ce qui est des variations disciplinaires, mais toutes les informations sont en ligne sur HAL. Voilà. Alors quelques mots tout d'abord sur la jeunesse de cette enquête qui a été assez riche pour nous. Alexandre a largement parlé de pourquoi on a fait l'enquête, mais effectivement il y a une grande attention politique, notamment au niveau européen, qu'il s'agisse de l'open data ou des données de la recherche, et une thématique qui était encore peu explorée au niveau local et donc qui nous a semblé intéressant de comprendre ce qui se passait à Rennes 2 et de savoir de quoi on parlait. Trois objectifs à cette enquête. D'une part, un état des lieux, des pratiques, des perceptions et des besoins des chercheurs. D'autre part aussi, alors là plus pour l'URFIST et la MSH, alimenter la recherche sur les pratiques internationales, et puis recueillir aussi des éléments pour élaborer une offre de services qui correspondent aux attentes. Ça, c'est vraiment une des problématiques, en tout cas pour le SCD et pour la MSH aussi. Voilà, donc on a choisi comme cible de l'enquête alors les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les ingénieurs, et on a exclu les doctorants. Alors, pour deux raisons, en fait. D'une part, parce qu'il nous paraissait intéressant de leur consacrer une enquête spécifique, et aussi parce qu'on fait partie d'un réseau qui est le réseau Formadoct et qui s'intéressait aussi à cette problématique-là. Donc, voilà. Et on a bénéficié, effectivement, du soutien de l'Université Rennes 2, donc Alexandre en a parlé, soutien politique et aussi du soutien des services comme la direction de la recherche, la direction des systèmes d'information, et puis d'enseignants, notamment pour le recrutement du stagiaire qui a dépouillé l'enquête, et bien sûr de tous les enseignants-chercheurs qui ont répondu à l'enquête. Donc une enquête, un processus relativement long, en deux volets, donc une enquête quantitative, qui a duré plus d'1 an, donc avec un questionnaire anonyme adressé à tous les chercheurs de Rennes 2, fortement inspiré de l'enquête de Lille, donc pour pouvoir mener des comparaisons. Donc on a repris un certain nombre de catégories de questions aussi, et donc structuré autour de 5 grands axes, on y reviendra, et puis une enquête qualitative, donc 21 entretiens en présentiel avec des chercheurs volontaires et auprès aussi de directeurs de laboratoire et de VP. Donc ça a offert un contrepoint, une mise en perspective en fait, des résultats statistiques qui est brut. Donc voilà, et donc ce scénario d'entretien en fait était, il y avait 2 axes, donc pour les chercheurs plus autour de leurs pratiques individuelles, et pour les politiques et les directeurs d'unité autour de la politique justement. Donc ça c'est une capture d'écran qui montre la richesse en fait de ces entretiens puisque chaque couleur correspond à une thématique. Alors, si on rentre maintenant, si on donne maintenant quelques éléments sur le public répondant, donc un bon taux de participation, 28% de taux de participation et 109 réponses complètes. Donc un premier paradoxe plutôt encourageant, les chercheurs ont été sensibles au sujet, même si cette thématique constituait un impensé dans la plupart des labos. Et une réception par tranche d'âge relativement conforme à l'échantillon global, à la pyramide des âges de Rennes 2, avec une prédominance de 30-50 ans et à peu près un tiers de plus de 50 ans.
En termes de statut, donc les maîtres de conférences ont été plus nombreux à répondre, mais proportionnellement en fait à leur représentation dans la communauté de recherche Rennes 2, en fait, il y a eu plus de professeurs et d'HDR qui ont répondu entre 45 et 50%, et autour de 20% pour des maîtres de conférences. Donc, effectivement, les personnes qui cumulent le plus de responsabilités et d'expérience de la recherche se sentent motivées par le sujet. Là aussi, je pense que c'est assez réconfortant comme constat. Et maintenant, donc, un petit focus sur les disciplines. Donc, les disciplines qui ont le plus répondu sont la psycho, l'histoire et les STAPS, et les langues aussi, si on cumule l'ensemble des entrées. Mais en fait, c'est un constat global. Et si on creuse plus finement, en fait, au sein d'une même discipline, les laboratoires se sont mobilisés assez différemment. Donc, je pense que la variable laboratoire était importante. Et justement le soutien politique des directeurs d'unité. Alors, maintenant, si on rentre dans le vif du sujet en regardant les types de données collectées et manipulées par les chercheurs, donc nous avons repris en fait la distinction entre données sources et données collectées, et pour la grande majorité les catégories de Lille. Et donc, on arrive à peu près à la même hiérarchie, c'est-à-dire texte, données textuelles, données d'enquête, données chiffrées. Mais au-delà de ce premier constat, ce qui est intéressant aussi, c'est la variété en fait, des données manipulées, puisque tous les types de données ont obtenu plus de 20% de réponses, quasiment, à l'exception des données 3D, sachant qu'en fait, un chercheur pouvait donner plusieurs réponses, et que donc, les chercheurs, effectivement, ont été plus de 80% à signaler qu'ils manipulaient plus d'un type de données, et 42% ont cité plus de 4 types de données. Donc, une complexité du paysage dont il faudra tenir compte. Et complexité qui s'est aussi exprimée dans les entretiens, puisqu'ils ont permis en fait, de nuancer les termes mêmes dans lesquels se posait cette question. Donc, voilà des citations. Donc, les chercheurs ne se retrouvent pas en fait, forcément dans la distinction entre données sources et collectées qui était proposée. Alors, pour deux raisons. Donc, l'idée déjà que la donnée est une construction intellectuelle et n'est justement pas un donné. Et aussi la notion de continuum, en fait, la difficulté à distinguer des états. Donc continuum qui va jusqu'à la publication, qui est pour certains considéré comme une donnée aussi. Et du coup, voilà, la réponse, enfin, il faut être prudent dans l'interprétation aussi des réponses, puisque en fait, savoir ce qu'est une donnée source relève de la perception du chercheur autant que de la pratique. Alors, autre point relevé dans les entretiens, voilà, c'est que poser cette question des données n'est pas neutre, en fait, puisque la question des données change la pratique et la nature même de la science. Pratique des chercheurs, avec la collecte de données qui sont disponibles en ligne, et méthodologie même, donc avec d'autres types de pratiques possibles, d'autres types de publications possibles aussi, donc des publications d'ensemble de données qui accompagnent ou de résultats négatifs par exemple. Alors nous nous sommes intéressés ensuite au format des données, dans la mesure où le stockage et le partage s'adressaient au format numérique, il fallait évaluer la proportion des données concernées. Donc à la base, en fait, 55% des données collectées sont sous forme, collectées ou créées sont sous forme numérique, hein, mais en fait, les autres sont retraités en majorité, donc 44% en fait, des chercheurs qui collectent des données non numériques les retraitent et les numérisent, et donc on a à peu près 75% de données qui existent au final sous forme numérique. Donc, données-résultats ensuite, donc pas vraiment de différence significative avec les résultats obtenus pour les données sources. Donc à peu près la même hiérarchie, et aussi on retrouve voilà, la complexité et l'ambiguïté, puisque dès qu'on demande en fait, des détails sur les données résultats utilisés, pratiqués ou créés, en fait on a aussi une multiplicité de réponses. Et donc on retrouve aussi une différence entre champ disciplinaire ou méthode. Voilà. Donc
avec pour la plupart des disciplines la prédominance d'une catégorie avec, qui obtient plus de 50% de réponses, avec éventuellement une deuxième mineure. Par contre, l'audiovisuel en fait est une pratique à la fois plus marginale mais aussi transversale aux disciplines en fait. Et donc, c'est vrai que l'enquête ne s'est pas intéressée en fait à la question du temps de collecte, du temps passé au traitement et aussi à la dimension personnelle ou collective des pratiques, mais je pense que ça aurait été un complément intéressant. Alors, intérêt des entretiens, cette fois-ci, c'est l'attachement des chercheurs à leurs données, donc, qui s'est manifesté à travers deux leitmotifs. D'une part, la revendication effectivement d'une propriété intellectuelle et d'autre part, la thématique de la perte. Alors, perte réelle, perte fantasmée, donc à la fois par des crashs de disques durs, par aussi la non-accessibilité de données anciennes qui sont dans des formats obsolètes. Voilà, et donc ce constat, je dirais que globalement, avec le temps, on perd le matériau issu du recueil initial. Je vais passer la parole à Morgane, justement, qui va parler du stockage et de l'archivage. Alors, donc oui, je vais présenter maintenant la troisième partie de l'enquête, qui est portée sur les pratiques de stockage et d'archivage. Ce qu'on peut retenir déjà concernant le stockage, c'est trois choses principales. Déjà, c'est que en matière de stockage, les chercheurs ont exprimé des besoins très hétérogènes. Là, on le voit avec ce graphique. Environ un tiers des répondants, 34%, estiment leurs besoins entre 20 et 100 gigas de données. Mais plus globalement, on passe quand même de besoins qui vont à un volume inférieur à 1 giga à des besoins qui sont estimés à plus d'1 téra pour 11% des répondants. Donc, de fait, nous nous sommes rendus compte qu'il s'avère en fait assez difficile de présumer des besoins de stockage pour les chercheurs en SHS au sein d'une même unité de recherche ou d'une même discipline, tant les pratiques sont variables. Et parallèlement, on a pu noter aussi au cours des entretiens qu'il y a eu un certain consensus concernant la question de l'augmentation progressive des données, et ce pour l'ensemble des chercheurs. Concernant maintenant le lieu de stockage ou le dispositif de stockage, la majorité des répondants utilisent un stockage local et personnel, comme le constat avait déjà été fait dans l'enquête de Lille. Là, on le voit, les chercheurs vont utiliser un disque dur externe pour 77% des cas, un ordinateur professionnel ou un ordinateur personnel. On a néanmoins pu nuancer ces résultats avec les entretiens. On a vu en tout cas qu'il y avait un écart entre les pratiques et les intentions des chercheurs, puisque même si c'est le stockage local qui est le plus utilisé, les chercheurs ont quand même montré qu'ils avaient vraiment conscience des limites que cela présente, et notamment une collaboration restreinte, une synchronisation fastidieuse et les risques de perte que tu évoquais tout à l'heure. Maintenant, sur le plan des fréquences de sauvegarde, on relève des pratiques qui sont très hétérogènes et qui sont généralement dictées en fait, par des besoins ponctuels et non prédéfinis de manière régulière ou systématique. Là, on le voit sur ce graphique, le premier item qui a recueilli le plus de réponses, c'est l'item irrégulièrement en fonction des besoins. Ensuite, l'enquête en ligne, elle s'est intéressée aux pratiques et aux politiques d'archivage. On a pu ainsi relever l'absence d'une politique à l'échelle du laboratoire dans la très grande majorité des cas. À Rennes 2, en tout cas, on a vu qu'il y avait seulement 2 unités de laboratoire
qui avait mis en place une politique de gestion des données, et en l'occurrence, il s'agit d'une UMR et d'une équipe d'accueil. Et ce sont 2 unités qui traitent des données assez lourdes et assez volumineuses. Donc en fait, on s'est rendu compte que quand la gestion des données était vraiment problématique, qu'elle mettait face à des problèmes concrets et immédiats, comme le besoin d'un stockage volumineux, il y avait une politique quand même qui était mise en place, mais quand cette question paraissait moins urgente, c'était pas forcément une priorité. Néanmoins, et ça on l'a vu surtout avec les entretiens, cette question-là d'une politique d'archivage, elle est de plus en plus abordée dans les laboratoires, et la plupart des équipes de recherche sont en train quand même de mener une réflexion sur cette question. Quand il n'y a pas de politique globale d'archivage mise au point dans les unités de recherche, donc c'est la majorité des cas quand on l'a vu, comme on l'a vu, très peu de chercheurs mettent au point une stratégie personnelle et systématique de gestion de leurs données. Donc on entendait encore le terme voilà, qui a été repris plusieurs fois de pratiques artisanales. Et puis, donc cet extrait d'entretien qui, je pense, illustre assez bien toutes les difficultés que peuvent rencontrer les chercheurs dans l'archivage de leurs données. Donc je vais lire la citation. « Je me rends compte que j'archive mes projets de façon pas très ordonnée, c'est-à-dire qu'un projet se termine, on passe à un autre, je l'archive tant bien que mal. En fait, l'archivage, c'est comme un enterrement, c'est-à-dire que si on doit y revenir, c'est presque une exhumation. C'est vraiment très dur. Et donc ça me peine un peu parce qu'en fait, on n'est pas dans une logique de valorisation de travaux antérieurs. Donc on a quand même des termes assez forts comme enterrement et exhumation. On voit que c'est vraiment douloureux. Bon, toutefois, il y a là encore un écart entre les pratiques et les attentes de chercheurs, puisque même si il n'y a pas de méthodologie précise qui est développée, les chercheurs sont quand même bien conscients de la nécessité de cette pratique, en fait. Plusieurs freins ont été évoqués très rapidement. L'insuffisance ou alors la méconnaissance des services adéquats en termes d'outils et d'accompagnement, l'aspect chronophage de l'archivage, le manque de compétences spécifiques, les habitudes de travail aussi, qui sont parfois considérées comme trop ancrées pour être modifiées au fil de développement de nouveaux outils ou de nouveaux services. Et enfin aussi le refus de prendre en charge cette problématique, même si ça concernait en fait une minorité des chercheurs qui ont été interrogés. Et on peut aussi souligner aussi qu'au moins un tiers des personnes interrogées lors des entretiens ont sollicité explicitement l'appui d'ingénieurs pour les accompagner sur le plan technique de l'archivage de leurs données. Très rapidement, je vais aborder la question de la description des données, donc sur laquelle on a interrogé les chercheurs. Là, on s'est rendu compte que l'attribution de métadonnées n'est pas systématique. Environ la moitié seulement des répondants ont affirmé documenter leurs données avec des métadonnées. Et ces pratiques de documentation, quand elles sont opérantes, elles relèvent la plupart du temps de méthodes personnelles ou individuelles, puisque seulement un répondant sur 10 s'appuie sur un standard de métadonnées pour documenter ces données. Je vais passer à la 4e partie de l'enquête sur le partage et la diffusion des données. Ce qu'on note concernant la mise en accès de leurs données par les chercheurs, c'est qu'on arrive voilà, à une situation un peu de moitié-moitié, c'est-à-dire qu'un peu plus de la moitié des chercheurs, 54%, ne rendent accessibles leurs données à personne. C'est l'item qui a recueilli le plus de réponses. Et pour la moitié restante qui ouvre l'accès à ces données, les pratiques, elles sont échelonnées selon une ouverture plus ou moins grande qui va du groupe de travail à tout le monde pour 7% des répondants, en passant par le laboratoire. Mais cela peut englober de fait des pratiques assez diverses, puisque ça peut être des espaces de stockage partagés, des échanges de disques durs, des envois de données par email, etc. C'est pourquoi, dans une autre question,
on s'est focalisé plus spécifiquement sur l'aspect de la mise en libre accès des données. Ce qu'on peut noter, c'est qu'environ un quart... Oula, c'est assez illisible. Environ un quart des répondants ont déposé leurs données en libre accès sur le web, et qu'un tiers, par contre, s'y oppose catégoriquement avec l'item « non » et « je ne le ferai pas », et voilà, qui a recueilli le plus grand nombre de réponses. C'était intéressant alors de confronter ces pratiques de mise en accès en ligne des données avec celles qui consistent à collecter ou télécharger des données rendues accessibles en ligne par d'autres chercheurs. Là, ce qu'on voit, c'est que 43% des répondants, un peu moins de la moitié, ont déjà téléchargé des données d'autres chercheurs et qu'un chercheur sur 10 n'en voit pas l'intérêt. Pour éclairer ces différents résultats, on a tenté de cerner quels étaient les principaux facteurs d'incitation et les facteurs de frein, d'autre part. Concernant les facteurs d'incitation, les deux premiers facteurs, ce sont voilà, une meilleure visibilité des travaux de recherche et l'occasion de nouveaux contacts, de nouvelles coopérations scientifiques. Dans les deux cas, ce sont des facteurs qui sont plutôt à dimension sociale, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit que là, c'est l'item de la visibilité qui a recueilli le plus de réponses, alors que dans les entretiens, il a été assez peu relevé. Ce qui montre l'écart voilà, entre les deux dispositifs d'enquête. L'importance aussi à noter des facteurs scientifiques qui viennent après les facteurs sociaux, donc surtout le souhait de voir se développer d'autres recherches à partir de ces jeux de données et l'adhésion aux valeurs du libre accès aux résultats de la recherche. Un facteur institutionnel aussi a été souligné, c'est l'obligation faite par la structure de financement, mais dans ce cas-là, il s'agit d'une injonction et non d'une volonté personnelle. Et une autre injonction aussi qui a été relevée dans les entretiens, c'est celle qui est faite par les revues, c'est-à-dire l'obligation par certaines revues de mettre en ligne les données. Concernant maintenant les freins au partage, alors les 4 principaux freins, disons, c'est d'abord le frein juridique qui est lié à la nature des données qui arrive en tête, voilà, pour plus de la moitié des répondants, 54%. Le manque de temps, encore une fois, la crainte du plagiat pour 37%, et puis les raisons scientifiques aussi, qui ont été développées notamment au cours des entretiens et qui sont très intéressantes, puisque là, on relève notamment 2 aspects. C'est déjà la question d'ordre épistémologique, de la définition de la notion même de données de recherche et de leur caractère construit, des données qui sont en fait des construits ou des obtenus, et aussi une question méthodologique concernant la nécessité, mais aussi la difficulté de recontextualiser précisément ces données lorsqu'elles sont réutilisées. La confrontation des réponses aux questionnaires et des entretiens, elle a permis de faire émerger des prises de position assez nuancées autour de la question du partage des données. Là, on voit qu'une majorité des chercheurs, 67% en tout, donc les items plutôt d'accord et tout à fait d'accord, se sont dit prêts à partager leurs données, mais néanmoins, ce n'est pas sans condition, comme on l'a vu. C'est-à-dire qu'on se retrouve de manière récurrente dans une posture qu'on pourrait qualifier de « oui, mais ». C'est-à-dire que les chercheurs sont d'accord sur le principe pour partager, mais qu'ils s'interrogent sur les modalités de partage et du cadre légal qui entoure ce partage. Là, on le voit surtout dans les 3 premiers extraits qu'on a relevés ici. La première, par exemple, sur le principe « j'y suis plutôt favorable ». Après, c'est la manière dont cela va se faire, se mettre en place qui m'interroge un peu. Le deuxième extrait, c'est quand les données sont partageables, c'est très bien, mais la question, c'est partager avec qui et comment. Et le troisième extrait, cela dépend du cadre légal de partage des données, etc. Et j'ai relevé aussi un quatrième extrait
là, c'est plutôt une revendication à ce que le travail de partage des données et de diffusion en ligne soit reconnu et soit valorisé au même titre que ce qui relève de la bibliographie papier. Voilà, et le chercheur indiqué, ça ne me pose pas de problème de partager mes données à condition d'en être crédité et que cela fasse partie aussi au même titre que la bibliographie papier de l'évaluation, de l'estimation de la charge du travail, etc. Donc, on remarque qu'il y a quand même le plus souvent un hiatus entre les déclarations de principe qui vont être le plus souvent favorables, les représentations et puis les pratiques réelles. Alors, sur les besoins et les attentes, donc c'était la 5e partie de l'enquête. Sur le plan de gestion de données, ce qui est intéressant de voir, c'est que on voit qu'il est globalement très méconnu. Là, 89% des chercheurs ne le connaissent pas. Néanmoins, quand on leur demande s'ils souhaiteraient que l'université dispose d'un plan de gestion de données, là, ils se montrent quand même d'accord. C'est-à-dire que c'est un outil méconnu, mais qui suscite quand même de l'intérêt ou des interrogations. Et donc voilà, qui suscite l'intérêt des chercheurs malgré tout. Et puis, concernant les attentes et les besoins des chercheurs de Rennes 2, là, on a pu distinguer 3 besoins forts. D'abord, la mise à disposition d'un espace d'archivage sécurisé et fiable, comme ça avait déjà été relevé à Lille, les demandes de conseils techniques et juridiques, et puis, 3e chose, le besoin d'assistance technique et de conseils généraux sur la gestion des données de recherche. On note qu'il y a généralement une préférence pour un accompagnement assez diversifié, mais plutôt informel, ciblé et personnalisé. Et que finalement, la question du partage de données ne constitue pas vraiment une priorité pour les chercheurs, puisqu'on le voit, il arrive, c'est le dernier item pour 23%, les conseils relatifs à la publication des données de la recherche. Ces besoins, ils ont été aussi soulignés pendant les entretiens. Donc là, on le voit avec ces deux extraits, oui. Donc là, l'évocation de l'articulation entre formation, prise de conscience et soutien technique. Pour conclure, alors on peut retenir 3 leçons principales, ou 3 premières leçons. C'est déjà que les données de recherche en SHS, ce sont des objets complexes qui peuvent être difficiles à appréhender, notamment pour les chercheurs, bien qu'ils en soient les producteurs. Et cette complexité, elle s'est confirmée tout au long de l'enquête. La deuxième leçon aussi, c'est que le stockage, l'archivage et la sécurisation des données sont des questions transversales qui concernent l'ensemble des chercheurs et que ce sont des préoccupations qui ont été mises en exergue de manière récurrente, à la fois dans les entretiens et à travers les réponses de l'enquête en ligne. 3e leçon, l'enquête a également permis de relever la complexité de la question du partage des données de recherche, avec toujours cet écart entre pratique, représentation et opinion des chercheurs. Et enfin, une dernière leçon que je n'ai pas notée ici, mais là qui concerne plutôt la méthode, c'est le fait que la consultation préalable des chercheurs pendant l'élaboration des questions, puis ensuite le retour qu'on a pu avoir grâce aux entretiens, tout ça, ça a permis de faire ressortir certains de nos présupposés qui avaient pu se glisser dans l'intitulé même des questions, le fait qu'elles soient obligatoires ou non. Et tout ça, ces différents regards, ils ont rendu notre démarche autoréflexive, ce qui a pu nous aider aussi dans l'interprétation des résultats. Oui, je pense que ça peut nous aider aussi, au-delà de l'interprétation, effectivement, à réfléchir à la suite et à déterminer des éléments stratégiques pour communiquer auprès des chercheurs et pour élaborer des services. Notamment, on revient sur la complexité, c'est effectivement peut-être l'impossibilité de proposer une solution unique et globale qui répondrait à tous les besoins, sauf à disposer de moyens qu'on n'a pas. Et donc plutôt partir de l'écoute et d'une attitude plus pragmatique dans la souplesse.
Aussi, voilà, adapter le discours aux préoccupations, voilà, et notamment en adressant dans un premier temps les problématiques relatives au stockage et à la sécurisation, sans commencer par le partage. Et enfin, voilà, tenir compte du contexte global, pas forcément une seule politique d'établissement, mais positionner les choses de façon complémentaire à chaque niveau de décision, les communautés de recherche, les unités, l'établissement, et puis les établissements de tutelle ou les GIR. Et donc, à ce titre, je pense que la journée d'études fait aussi partie de cette démarche globale. Donc, en conclusion, nous avons formulé aussi 6 propositions auprès de la gouvernance. Donc, la première rejoint celle de Joachim Schoeffel, qui est de créer un groupe de travail, effectivement, chargé de la réflexion sur une politique des données, puisque, on l'a souligné précédemment, voilà, il y a une multitude d'acteurs impliqués, et donc c'est intéressant que tous réfléchissent ensemble pour fixer des priorités de politique et d'action. Développer des services mutualisés, donc poursuivre la collaboration entre, au niveau de l'enquête entre MSA, Surfist et SCD, pour cette fois-ci passer à un niveau de service. Offrir aussi un service juridique spécialisé, puisqu'on a constaté qu'un des freins majeurs, c'est vraiment, comme pour l'open access, la question de savoir ce que les gens ont le droit de faire, et aussi la question de la propriété des données qui est assez complexe. Donc l'idée, ce serait d'avoir un recours spécifique sur ces choses-là. Alors, positionner, là aussi, il faut voir à quel niveau, mais en tout cas, qui serait accessible aux chercheurs. Adapter les espaces internes de stockage aux besoins individuels et aussi aux pratiques collectives des chercheurs. Et puis, voilà, remédier à un constat qu'on a fait de méconnaissance, effectivement, des solutions et des bonnes pratiques existantes. Donc, en sensibilisant à la description des jeux de données et à la rédaction de plans de gestion de données, et aussi mieux faire connaître les solutions comme Emmanuel, effectivement, cherche. Voilà, donc cette enquête, c'est la première brique d'un travail qui va se poursuivre sur les données. Et l'intérêt pour nous, c'est aussi de constater qu'effectivement, au niveau micro, il y a une grande complexité, une grande diversité. Mais finalement, au niveau macro, on a des bases de réflexion qui se rapprochent d'autres établissements SHS pour la question des données.